Merci de m'accueillir chez vous. J'espère que vous passez une bonne conférence. J'ai eu la chance de voir la fin d'une conférence juste avant qui était aussi sur Rémo. J'ai vu votre programme, un superbe programme. Donc, félicitations pour Agile Tour Nantais 2022. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. J'ai beaucoup de matériel. Donc, première chose, à qui s'adresse cette conférence? C'est à vous, les coachs, les Scrum Masters, les agents de changement, peut-être quelques managers parmi vous. Donc, voilà, je m'adresse à vous et avertissement, toute ressemblance avec votre organisation actuelle ou passée, avec vos managers, ce n'est qu'une pure coïncidence. Évidemment, je vais vous partager des situations de mon vécu, mais aussi d'autres coachs avec qui j'ai échangé sur le sujet. Première chose, Mission Impossible. Donc, vous avez eu le titre de ma conférence. Peut-être que ça vous donne l'indice que je suis un grand fan des films de Mission Impossible, mais en fait, j'étais avant tout un grand fan de la télésérie des années 60, Mission Impossible, pour ceux qui connaissent. Quand j'étais enfant, il y avait des rediffusions de cette série et donc j'ai eu la chance d'écouter probablement dans les années 80, début 90, les reprises, les rediffusions de cette série. Et donc, la série, si vous l'avez déjà écoutée, c'est un scénario qui se répète à chaque épisode. On a un peu les mêmes choses qui se reproduisent, évidemment, dans des contextes différents. Et le leader de cette équipe d'espions et donc, Jim Phelps, ici, en fait, il va diriger cette équipe et ils vont toujours réussir leur mission. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Jim et son équipe réussissent sa mission à chaque fois et pas moi en tant que coach dans les organisations? Eh bien, Jim est un leader qui est quand même, c'est un bon leader. Jim va recevoir de son patron une mission, va choisir, sélectionner son équipe, créer une équipe multidisciplinaire et ensuite, il va faire une préparation et donc, il y a une conversation qui se crée. Donc, Jim est un bon leader dans une organisation qui est mature. Donc, son équipe va participer à l'élaboration du plan. Jim va partager l'information, va raconter la vision derrière la mission et laisser l'équipe s'auto-organiser autour de ça. Maintenant, il va aussi personnellement contribuer dans cette mission. Donc, Jim est un bon leader dans une organisation qui est quand même mature. Son équipe est à l'aise, son équipe a confiance en son leader et a un sentiment de sécurité psychologique. L'équipe est prête à s'adapter en cours de route. L'équipe est prête à faire face aux imprévus et les membres de l'équipe sont prêts à compter les uns sur les autres. Donc, on a créé un environnement qui est sain, un environnement où les gens peuvent s'épanouir et peuvent aussi participer pleinement à l'élaboration de la mission et à la réussite de cette mission. Et donc, parce que la raison d'être, la vision derrière la mission est plus importante que l'exécution, l'équipe a en place tous les éléments pour réussir. Qu'est-ce qui arrive si l'exécution est plus importante que la vision? Eh bien, un exemple aussi de ma jeunesse en 1986. J'avais 7 ans à l'époque et j'étais un grand fan de l'exploration spatiale et à chaque fois qu'il y avait un lancement de la navette, j'essayais de voir ça à la télé. Et en janvier 86, malheureusement, la navette Challenger a explosé. Et par la suite, bien, évidemment, j'avais que 7 ans à l'époque, donc je n'ai pas su pourquoi. Mais ça a été aussi un peu un moment clé dans ma vie où j'ai décidé comme enfant que je ne voulais plus devenir astronaute dans le futur. Et évidemment, j'ai fait carrière en IT par la suite. Mais
j'ai su plus tard avec des documentaires que ce lancement a été forcé par la direction pour des raisons politiques et les ingénieurs, les gens qui disaient non, non, il fait trop froid, on ne peut pas lancer la navette, n'ont pas été écoutés. Et donc, ici, c'est un exemple d'organisation à cette époque où l'exécution était plus importante que la vision derrière la mission. Maintenant, je me suis posé la question, comment on peut faire les choses autrement? Et en 2020, j'ai suivi une formation sur ce modèle de maturité que je vais vous partager et qui va m'aider, qui va me guider dans ma présentation pour expliquer un peu la relation entre les managers et les leaders et qu'est-ce qui fait que votre mission peut être possible ou impossible. Donc, depuis les 2 dernières années, j'ai utilisé ce modèle pour étudier un peu lors de mes interventions, de mes missions, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas et d'autres vont fonctionner. Maintenant, le KMM, c'est le Kanban Maturity Model. Peut-être vous connaissez déjà la Kanban University, la méthode Kanban et les enseignements de David Anderson. Eh bien, David Anderson a aussi écrit ce livre KMM, Kanban Maturity Model, en collaboration avec une autre autrice, Theodora Bozeva. Et le KMM, Kanban Maturity Model, il faut juste garder en tête que c'est un modèle de maturité organisationnelle et non pas, ça n'a rien à voir avec le Kanban en soi. Simplement, ici, le mot Kanban, c'est un mot et ça fait partie de l'écosystème de la méthode Kanban, mais c'est complètement indépendant dans le sens que on va parler ici de maturité organisationnelle. Maintenant, il y a beaucoup de matériel gratuit que vous pouvez aller chercher sur kanbanmaturitymodel.com. Je travaille activement à créer une version française, donc j'ai eu le mandat de la Kanban University de faire cette traduction et avec mon équipe, on participe activement à cette traduction. Donc, probablement au cours de l'année 2023, vous allez voir des documents en français qui vont apparaître sur le site. Donc, je répète, le KMM n'est pas à propos de l'utilisation du Kanban. C'est vraiment un modèle de maturité organisationnelle qui repose sur une recherche, sur 17 ans de recherche par David Anderson et ses gens autour de lui, son équipe. Et on va parler de tribal leadership, on va parler de antifragile, de résilience, on va parler aussi de la théorie des contraintes. Mais tout ça, en fait, ici, ce n'est que quelques références, mais le KMM repose sur un vaste éventail d'informations. Donc, selon le KMM, il y a 2 façons d'échouer une mission. Soit aller trop vite ou soit aller trop lentement. Donc, quand on a une mission de coaching, de virage agile, l'idée, c'est qu'il y a un changement. Il y a un changement qui s'opère et si on amène le changement trop rapidement, les gens décrochent. Les gens vont rejeter le changement de peur de perdre ce qu'ils connaissent. On perd nos points de repère, ça crée de l'anxiété et les gens décrochent. Donc, il y a un rejet du changement. Si on va trop lentement, l'agilité va s'installer de façon plutôt mécanique et routinière. Les gens, au fil du temps, deviennent confortables avec l'état actuel et vont cesser d'essayer de trouver des points d'amélioration. Donc, ça devient un peu une autre façon de gérer les choses, mais on ne voit pas le besoin d'aller plus loin. Et la solution proposée par le KMM, c'est le changement évolutif. Et c'est un outil super important, selon moi, pour nous, les coachs agiles, les gens qui veulent amener ce changement, ce virage vers l'agilité. Et peut-être que vous le savez déjà, quand on amène un changement, nécessairement, il y a une période où il y aura moins de performance. Et c'est là qu'il faut amener une certaine patience, une tolérance du point de vue des décideurs de poursuivre l'évolution. Et pour ça, le KMM va proposer de faire des petits changements et surtout de consolider les acquis avant de passer à une autre étape. Maintenant, il y a 7 niveaux de maturité organisationnelle selon
le KMM. Donc, je vais les passer rapidement. Je ne vais pas m'attarder aux détails de tout ça parce que c'est un sujet qui est très, très vaste. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est les leaders, le leadership derrière. Donc, niveau 0, non conscient. Qu'est-ce que ça veut dire non conscient du besoin de changement ou d'évolution? Niveau 1, accès équipe. Donc, on va créer beaucoup d'équipes dans l'organisation. Beaucoup d'organisations qui démarrent un virage agile vont effectivement commencer par la création d'équipes agiles, souvent reliées à l'utilisation du Scrum. Donc, niveau 1, accès équipe. Niveau 2, l'orientation client. On commence à avoir une conversation avec les clients, on commence à avoir de la collaboration avec les clients, mais ici, une chose peut-être un peu moins positive, c'est la satisfaction client à tout prix. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Le niveau 3, c'est un point charnière, c'est le fit for purpose. Fit for purpose, c'est une expression britannique qui n'a pas une belle traduction en français. Enfin, il n'y a pas vraiment de bonne traduction. Donc, je l'ai traduit, moi, par adapter à la raison d'être. On pourrait le formuler d'une autre façon, mais pour moi, le purpose, c'est plus profond qu'un but ou qu'un objectif. Donc, c'est la raison d'être. C'est vraiment la raison d'être qui pourrait être synonyme de vision en partie. Donc, quelle est la raison d'être de notre service, de notre organisation? Donc, est-ce qu'on est adapté à cette raison d'être? C'est un peu ça ici, le fit for purpose. Pourquoi c'est un point charnière? C'est parce que c'est très facile à ce niveau-là de retomber niveau 2 et moins. Donc, c'est un point charnière où on veut amener l'organisation probablement au niveau 4. Maintenant, niveau 4, à l'abri des risques. Niveau 5, leader du marché. Et niveau 6, conçu pour la survie. Dans la présentation, je ne vais pas beaucoup parler des niveaux 3, 4, 5, 6. Je vais plutôt focaliser sur les niveaux 0, 1 et 2. Pourquoi? Ben parce que c'est surtout ce genre d'organisation que nous, les coachs, on va rencontrer dans notre carrière. Et c'est là qu'on va avoir le plus de difficultés avec nos missions. Généralement, si on est dans une organisation niveau 3 ou plus, ben à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile d'amener l'agilité ou de convaincre les gens. Quelques exemples, niveau 0, non conscient. Je suis allé chercher quelques exemples français pour cette présentation. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis juste avec cette analyse ici. Paul Marius, belle réussite, concept différent, stratégie adaptée, mais non conscient, méprisant des collaborateurs. Et donc, le résultat de ça, chaos interne, boycott des clients potentiellement. Donc, j'ai une petite référence ici. Peut-être que vous pouvez aller creuser la question si vous voulez en savoir plus. Niveau 1, Société Générale. J'ai pris cet exemple, Société Générale. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même travaillé avec eux il y a quelques années avec le bureau de Montréal et j'ai pu observer directement en tant que coach agile la situation. Et c'est une situation, je dirais, qui est assez commune dans ce genre de grandes entreprises. Je l'ai vu dans d'autres sociétés américaines ou canadiennes aussi. Donc, Virage Agile en cours depuis plusieurs années et on focalise vraiment sur la création des équipes, des feature teams, des component teams. Et ce qui arrive dans ce genre d'organisation, et ce n'est pas nécessairement propre à la Société Générale, mais il y a encore des longs projets, on a de la difficulté à les terminer. Il y a beaucoup d'urgences, les équipes sont débordées. Donc, c'est le genre de situation dans les grandes sociétés, surtout quand il y a plusieurs niveaux hiérarchiques et on focalise sur la création d'équipes qui doivent potentiellement collaborer sur des gros projets. Niveau 2, orientation client, j'ai mis les hôpitaux. Et là, je ne veux pas pointer un ou l'autre. En général, et j'ai regardé un peu ce qui se fait du côté de la France et c'est similaire ici au Canada. Le personnel est souvent sous pression. C'est de grandes journées, des longues heures de travail et le matériel dans certains hôpitaux peut être désuet. Et donc, ce que ça provoque, c'est un service qui est inégal d'un hôpital à l'autre ou selon la région ou selon les heures de la journée parce que ce n'est pas le même personnel.
Donc, j'ai choisi les hôpitaux, mais en fait, on pourrait en débattre. On pourrait dire que certains hôpitaux sont peut-être niveau 1 ou 0, d'autres sont peut-être niveau 3 ou 4. Donc, c'est vraiment ici un exemple. Oui, on est orienté client. Oui, on veut servir nos patients. On veut sauver des vies, mais on n'a pas un service qui est toujours égal. Donc, il n'y a pas de, comment je pourrais dire, il n'y a pas de, d'une journée à l'autre, il y aura des différences. Donc, attention, l'augmentation de la maturité organisationnelle n'est pas toujours possible, bien qu'on a les niveaux 0 à 7. 0 à 6, ça ne veut pas dire qu'on va être capable d'amener toutes les organisations à un niveau 6. Ce n'est pas non plus l'objectif du KMM. Aussi, c'est facile de régresser, de revenir à un niveau de maturité moins profond, surtout quand on est dans les niveaux 1, 2 et 3. Donc, c'est plus facile de régresser. Et, donc, il faut consolider nos acquis pour rester là où on est. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est le niveau de maturité des leaders en place. Et c'est le sujet principal de ma présentation. Donc, je vais parler de management et de leadership. Est-ce qu'un manager est un leader? Pas nécessairement. Les deux peuvent coexister et généralement, un manager va être motivé par l'accomplissement, va diriger en se basant sur des chiffres, va beaucoup déléguer aussi, va avouer rarement ses erreurs, va préférer des formules connues. Donc, c'est plus facile de comprendre ce qui existe, c'est plus facile de s'ancrer dans des choses qui sont connues. Et parfois, il ne va pas toujours partager l'information. Il va être plutôt distant par rapport à ses collaborateurs. Alors qu'un leader va être plutôt motivé par la vision ou la raison d'être, va diriger par l'exemple, donc va participer activement à la réussite de ses projets, de ses équipes. Le leader va inspirer et motiver ses équipes. Le leader n'a pas peur de se tromper, n'a pas peur de changer les choses, va partager l'information et il va faire parfois preuve de vulnérabilité. Maintenant, est-ce qu'un manager peut aussi être un leader? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est un éventail. Le leadership, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans une formation. Hein. Il faut se pratiquer, il faut essayer. Et au fil du temps, ben, on augmente nos habiletés en leadership. Donc oui, un manager peut aussi être un leader. Certains managers n'ont aucun talent en leadership. Certains leaders n'ont aucun talent en management. Mais certains ont les deux. Est-ce que c'est souhaitable? Possiblement. Possiblement que c'est souhaitable d'avoir un manager qui fait preuve de leadership. Eh bien, c'est un peu ça ici l'idée, c'est à quoi ressemble cet éventail de leaders dans notre organisation. Donc, le KMM, en plus des niveaux de maturité organisationnelle, va nous démontrer aussi les 7 niveaux de maturité en leadership. Donc, niveau 0, on a une absence de leadership. Ça veut dire que la personne en position d'autorité renonce à être un leader, va être là comme un manager, mais n'a pas nécessairement d'habileté de leader. Numéro 1, c'est un leader égoïste, donc qui est plutôt individuel, qui va créer autour de lui une bulle pour s'assurer de conserver ses acquis. Niveau 2, on va parler de tribal. Donc, peut-être vous connaissez un peu le sujet du tribal leadership. Donc, ici, c'est vraiment le clan, la tribu autour de notre leader qui va se former. Niveau 3, c'est là qu'on a des leaders qui sont motivés par la vision ou la raison d'être. Donc là, on commence à avoir des gens qui délaissent un peu l'exécution de la mission et il va plutôt focaliser sur est-ce qu'on va réussir la mission basée sur l'intention ou la vision derrière notre mission. Niveau 4, manager du risque. Donc, quelqu'un qui va vraiment organiser son équipe ou son organisation, sa société à faire face aux risques. Et ça, on a pu le constater à travers la pandémie. Beaucoup d'organisations, peut-être dans certains domaines plus particuliers,
des organisations qui n'ont pas su se réinventer ou qui n'ont pas su s'adapter parce que le risque était trop élevé pour eux. Et ce qui nous amène au niveau 5 et 6, le leader niveau 5, un perfectionniste implacable, et au niveau 6, un pirate de la culture, ce qu'on appelle un culture hacker, donc un pirate de la culture, manager de l'identité. C'est quelqu'un qui pourrait arriver dans une organisation et complètement changer la culture organisationnelle de par son leadership, de par les actions qu'il ou elle pose, de par les messages qu'elle véhicule dans l'organisation. Maintenant, jusqu'où, en tant que coach, vous êtes capable d'amener l'organisation? Ben, tout dépend des leaders qui soutiennent l'effort de transformation, d'évolution vers l'agilité. Donc, si vous êtes, par exemple, dans une organisation où on a un leader de niveau 2, mais vous ne pourrez pas aller plus loin que le niveau 2 ou moins. C'est-à-dire, votre organisation va probablement se trouver entre les niveaux 0, 1, et potentiellement, vous êtes capable d'aller jusqu'au niveau 2. Mais ça sera très, très difficile d'aller plus loin si on a un leader de niveau 2. Par contre, si vous avez un leader de niveau 3 ou 4, vous allez pouvoir vous rendre un peu plus loin, jusqu'au niveau 3 ou 4, selon les circonstances. Donc, ce que je vais faire dans la présentation, c'est vous aider à découvrir à quel niveau votre leader se trouve, ce qui va vous donner une indication intéressante à savoir jusqu'où vous allez être capable d'aller, jusqu'où votre mission est possible. Parce que c'est un peu ce qui m'est arrivé dans le passé. J'ai vécu de la frustration à certaines occasions parce que j'essayais d'amener l'organisation trop loin et ce n'était pas possible d'y arriver parce que l'organisation, le contexte et surtout les leaders en place ne pouvaient pas me soutenir à aller à ce niveau de profondeur parce qu'ils n'étaient pas rendus là eux-mêmes avec leur niveau de leadership. Maintenant, sur quoi je me base? Mais dans le KMM, il y a, dans le matériel gratuit que je vous ai mentionné un peu plus tôt, il y a plusieurs posters qui parlent de différents sujets et dont celui-ci, le Decision Filters, donc les filtres décisionnels. Et dans les filtres décisionnels, on va comparer justement la maturité organisationnelle avec la maturité du leadership. Maintenant, je vais focaliser sur les niveaux 0, 1 et 2. Comme j'ai mentionné, c'est un peu la majorité des organisations que vous allez rencontrer, que nous allons rencontrer, les coachs, les Scrum Masters. Et je vais surtout focaliser sur les valeurs. C'est un peu ça l'idée, le thème derrière la conférence. Les valeurs profondes de ces leaders, bien, ça va nous aider à détecter quel genre de leadership on fait face. Et donc, 0, 1 et 2, ce sont les endroits où vos missions sont les plus risquées. C'est là qu'il y a plus de chances de rejet et d'absence d'évolution. Maintenant, je vais vous décrire des situations qui sont plutôt négatives. C'est possible que dans votre carrière, même si vous êtes face à un leader niveau 1 ou 2, c'est possible que les résultats diffèrent, en fait. C'est possible que ce soit plus positif que ce que je vais vous raconter. Maintenant, je vous raconte des histoires basées sur mon vécu, mais aussi le vécu de d'autres coachs avec qui j'ai échangé autour de moi. Quelques exemples ici de leadership. Leadership niveau 0, la valeur profonde, c'est achievement. Et donc, achievement, c'est en français l'accomplissement, la réussite, la réalisation. Donc, le comportement d'un leader niveau 0 qui va mettre beaucoup d'accent sur accomplir les choses. Donc, ce genre de leader va s'attendre à des résultats sous forme d'accomplissement, d'actions qui sont posées, qui sont concrètes, qui sont vérifiables et mesurables. Donc, souvent, ce genre de leader va s'attendre à ce que le plan soit suivi. On va suivre un plan et on ne déroge pas du plan. On va considérer très peu les nouvelles propositions et va rarement prendre des décisions par lui-même. Le leader niveau 0 va souvent se référer à son supérieur pour avoir l'accord
de poursuivre. Il va rarement prendre des initiatives ou rarement prendre des décisions qui pourraient être refusées par la suite. Donc, on va, en tant que leader niveau 0, on va valider avec nos supérieurs. Maintenant, pourquoi votre mission va être impossible si vous avez un leader face à vous qui est de niveau 0? Bien, suivre le plan, on va vous demander de suivre le plan sans le questionner. On va vous demander d'accomplir des activités, des tâches qui sont quantifiables, ce qui n'est pas toujours facile quand on est coach, parce qu'on va parler souvent de conversation, d'échanges avec les gens qui vont aider à changer les mentalités, mais c'est difficile de quantifier ce genre d'intervention. Parfois, le leader va vous demander d'attendre avant de commencer. Il va vous demander d'attendre d'avoir plus d'informations ou toute l'information. Donc, c'est le genre de situation où on marche peut-être sur des œufs avec les autres décideurs et donc on ne veut pas prendre de risques. Ce genre de leader pourrait aussi auto-saboter les efforts d'agilité dans l'organisation en prenant des décisions qui sont contraires à l'intention d'un virage agile. Donc, peut-être un exemple de ça, c'est de dire OK, ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas réussi votre sprint, arrêtez tout, ou bien les stand-up le matin, ce ne sera pas une fois par jour, ça va être une fois par semaine ou des choses comme ça. Donc, ça démontre peut-être un manque de compréhension aussi de qu'est-ce que l'agilité. C'est possible aussi que ce leader, dans le même sens que de vouloir demander la permission à son supérieur, va aller décrire vos efforts dans le but peut-être d'avoir une approbation ou de valider. Et souvent, ce qui arrive, c'est plutôt que de prendre l'initiative et de le faire et d'accepter que le coach pose telle ou telle action, eh bien, c'est possible que le leader se voit rejeter ces initiatives parce que ben là, il est allé demander la permission et ben, la permission n'est pas accordée. Et donc, c'est possible qu'il y ait des retours en arrière parce que les coachs essaient de mettre en place de l'agilité ou des pratiques agiles. Et là, ben, parce qu'on demande la permission à un supérieur, la permission ne lui comprend pas, voit ça comme une menace, coupe les budgets et donc on a un retour en arrière. C'est possible aussi qu'un leader niveau 0 va un jour vous rejeter en tant que coach, va déclarer que vous n'êtes pas la bonne personne pour la situation. Pourquoi? Parce qu'il parle aux autres managers et les autres managers ne comprennent pas ce que vous faites et peut-être se sentent mal à l'aise parce que vous les amenez hors de leur zone de confort. Ils ne sont pas prêts à vivre ça. Et donc, l'organisation va vous rejeter et parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites, ne comprennent pas que amener de l'agilité va nécessairement nous faire sortir de notre zone de confort. Mais c'est là que le KMM pourra vous aider un peu plus loin. Je vais y revenir. Maintenant, le leader niveau 1, égoïste, quand même, valeurs profondes, intéressantes, collaboration, initiative, transparence. Mais n'oublions pas, on est dans une organisation axée équipe. Donc, le leader niveau 1 va former les équipes pour travailler sur ses projets. On va être dans une organisation où on va aller chercher des joueurs, on va essayer de gérer notre équipe, aller chercher plus de budget pour grossir notre équipe. On va s'entourer de gens qui pensent comme nous en tant que leader niveau 1. On va favoriser la prise d'initiative et permettre le démarrage de beaucoup de travaux en même temps. C'est un leader qui va souvent dire oui à plusieurs initiatives plutôt que de prendre un pas de recul et focaliser sur certaines initiatives pour s'assurer de les terminer. Et le leader niveau 1 va surtout vouloir tout savoir. Et donc, quand on parle de transparence, vous allez voir ici dans la prochaine slide, transparence envers lui-même. Donc, c'est possible que le leader niveau 1 va quand même retenir une partie de l'information. Il va vous donner, vous, en tant que coach, puisque vous êtes un externe,
va vous donner seulement le minimum de l'information nécessaire pour vous et va exiger en retour quand même une transparence. C'est possible aussi que le leader va éviter de vous inviter à certaines rencontres, faire exprès de ne pas vous inviter dans certaines rencontres pour être certain de lui être l'intermédiaire entre vous et les autres. Donc, vous devez toujours vous référer à lui pour aller chercher l'information. Donc, c'est possible que vous voyez ce genre de comportement. On a aussi souvent l'intention de standardiser l'agilité à toutes les équipes de la même façon. Généralement, on veut copier-coller une pratique Scrum pour tout le monde, des sprints, tout le monde 3 semaines, et voilà. Donc, on essaie de standardiser parce que, encore une fois, on est dans un monde où on veut comprendre, on veut aussi que ça soit facile, que ça soit simple à comprendre pour les autres et qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à essayer de personnaliser l'agilité. Parfois, ce leader va aussi vous demander de calquer le style de leadership d'autres coachs. Il va vous demander de faire un suivi de vos activités de façon peut-être trop granulaire. Donc, on va suivre directement quelle tâche vous avez accomplie. Alors que de dire, j'ai participé à une communauté de pratique, j'ai eu une conversation avec telle ou telle personne. Ce ne sont pas des activités qui sont quantifiables. Et donc, ce genre d'activités-là n'ont pas de valeur pour un leader de niveau 1. Et maintenant, le niveau 2, le tribal, le niveau tribal. On parle, peut-être vous connaissez un peu le tribal leadership qui nous vient de Ray Heimelman dans son livre ici. Donc, ici, les valeurs profondes, poser des actions de leadership, avoir une sensibilité aux clients, une fluidité dans le travail, le respect, la compréhension. C'est quand même des bonnes valeurs. Maintenant, comment ça peut se refléter d'une façon peut-être un peu plus négative? Premièrement, on va déléguer beaucoup la prise de décision. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, en tant que leader, être blâmé si jamais la décision se revire contre l'organisation. Ce leader va protéger sa tribu ou son clan. Donc, il va s'entourer de gens et va protéger et être protégé par les gens de son clan, de sa tribu. Généralement, on va viser aussi la satisfaction client, mais à tout prix, en acceptant tout ce que le client demande, même au détriment du fait que c'est lucratif ou non. J'ai vu des organisations où les leaders prennent des décisions où délibérément, on perd continuellement de l'argent parce qu'on dit oui à tout. Et on vend les services à un prix qui est inférieur à l'effort que ça coûte pour satisfaire le client. Généralement, le leader niveau 2 veut aussi tout comprendre dans les détails et ça crée souvent, malgré qu'il délègue la prise de décision, mais ça va créer souvent des délais parce qu'on va devoir avoir des conversations, puis mettre tout par écrit et le leader va essayer de tout comprendre. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez voir? Le leader niveau 2, puisque le client est roi, potentiellement, on va annuler certaines activités parce qu'il y a urgence, même si potentiellement, ce n'est pas des vraies urgences, mais il faut absolument satisfaire le client le demande. Donc, c'est possible qu'on vous demande d'annuler des rencontres parce que l'équipe doit se pencher là-dessus. Parfois, un leader de niveau 2 va peut-être vous demander de l'aider à blâmer quelqu'un d'autre pour son travail mal fait. Comme si vous devenez un peu une espèce de détective privé et vous devez l'aider à compromettre le travail de quelqu'un. C'est possible aussi que vous voyez que ce genre de leaders sont très peu disponibles parce qu'ils sont continuellement dans des rencontres, dans des meetings avec des clients ou avec d'autres managers. On va donner aussi l'illusion d'autonomie en laissant les gens décider de leur pratique, mais parfois ensuite les rejeter ou rejeter ses choix
ou du moins les questionner, ce qui va semer le doute chez les gens. Donc, on pense avoir trouvé les solutions, mais le leader, par souci de, c'est peut-être pas méchant, mais par souci de engendrer la conversation ou de s'impliquer, on va semer le doute. Et le leader dans sa tribu va souvent rejeter certains individus qui ne pensent pas comme lui, parce que le leader protège d'abord sa tribu et leurs acquis. Et donc, une personne qui arrive qui ne pense pas comme eux, bien, potentiellement devient une menace. Alors, pourquoi votre mission est impossible? Dans tous les cas, que ce soit niveau 0, 1 ou 2, le leader a peur de perdre ses acquis et de se faire éjecter de l'organisation. Les leaders les managers sont sur des sièges éjectables et potentiellement pourraient perdre leur poste si il se passe des choses où leurs supérieurs ne sont pas satisfaits ou ne voient pas l'avantage, ne voient pas la valeur. Donc, ils ont peur de l'échec. Ils ont soit qu'ils n'ont pas d'habilité en leadership et ne prennent pas de décision, soit qu'ils ont peur de prendre des mauvaises décisions, ou soit qu'ils ont peur de perdre le contrôle sur leur clan, leur tribu qui est là et d'être remplacé. Maintenant, les managers peuvent résister et dans le cas même, on va avoir ce sujet aussi. Pourquoi les gens résistent au changement? Il y a un sujet, il y a un poster là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste vous souligner que ça existe dans le KMM. Et en cas de doute, blâmer le coach. Eh bien, souvent, puisqu'on est externe, puisqu'on est là, qu'on amène du changement et parce qu'on va exposer des situations dans l'organisation, mais c'est possible que ces leaders voient ce que l'on fait comme des menaces parce qu'on expose des choses qu'ils ne veulent pas exposer et donc ça peut compromettre leur situation. Donc, en cas de blâme, en cas de doute, on blâme le coach et on peut le voir aussi dans certaines équipes sportives. C'est souvent ce qui arrive quand l'équipe ne gagne pas de façon régulière. C'est la faute à qui? C'est le coach. Donc, on change de coach. Maintenant, comment reconnaître une mission qui est impossible? Bien, vous pouvez y arriver avant de commencer votre mission, lors de l'entretien. Premièrement, assurez-vous d'avoir le temps de poser vos questions. Si l'entretien est de trop courte durée, peut-être ça démontre un empressement à remplir le siège, à embaucher quelqu'un parce que c'est dans nos budgets, il faut le faire avant une certaine date et on est pressé, on a peut-être beaucoup de candidats à voir. Donc, osez demander un deuxième entretien si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions. Le pire qui peut se produire, c'est qu'on va vous suggérer d'envoyer vos questions par email et peut-être que vous allez avoir les réponses. Si les personnes vous interrogent, prennent beaucoup de notes, ça pourrait démontrer qu'ils recherchent quelqu'un de spécifique. Ils ont peut-être une liste d'éléments, de questions et selon vos réponses, c'est oui ou c'est non, ils s'attendent à certaines réponses potentiellement. Et c'est possible aussi qu'il y a simplement beaucoup de candidats et ils devront faire un choix en groupe. Mais la combinaison de ces deux choses, si l'entretien est de courte durée et que les gens prennent beaucoup, beaucoup de notes, c'est qu'ils probablement ils veulent quelqu'un de spécifique qui va cadrer dans ce qu'eux voient en tant que coach. Donc, ils ont potentiellement un besoin spécifique. Et si vous ne répondez pas à ce besoin-là, bien, probablement, vous n'allez pas obtenir la mission. Et parfois, le manager, la personne qui vous recrute, va vous dévoiler qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle recherche en tant que coach agile. Donc, elle est un peu à la pêche. On essaie de voir, est-ce que justement le candidat pourrait fitter sans trop menacer nos acquis en tant que leader. Donc, ici, vous pourriez voir ça durant un entretien d'embauche en tant que consultant coach agile.
Posez des questions. Donc, posez des questions, les bonnes questions. Vous pouvez demander, ça fait combien de temps que la transformation a commencé? Déjà, si on utilise le mot transformation, ça implique une gestion de changement un peu plus conventionnelle, avec un plan. Et donc là, s'il y a un plan, bien, vous pouvez poser la question, où en êtes-vous avec votre, évidemment, vous ne dites pas votre plan, mais votre feuille de route, votre roadmap dans le jargon anglophone. Donc, où en êtes-vous avec votre feuille de route? Est-ce que tous les employés ont été formés? Si tous les employés ont été formés, ou si on vous déclare que oui, il y a une partie de... c'est parce qu'on suit un plan et ce plan initial, on a décidé que tous les employés allaient être formés. Donc déjà, ça vous donne des indices de... On est dans un mode on est en train de conduire un virage agile sous forme de projet. Et vous pouvez aller plus loin. Combien d'équipes agiles avez-vous? Le nombre d'équipes agiles, potentiellement, n'est pas important, n'est pas non plus un gage de succès dans l'organisation, n'est pas un gage d'une atteinte d'une agilité d'affaires. Donc, le nombre d'équipes agiles, ce n'est pas une métrique, ce n'est pas un indicateur qui est vraiment important. Mais si on vous donne l'information, si on vous dit « Ah oui, on a 42 équipes agiles », bien, ça démontre justement une organisation où notre objectif, c'est de faire des choses, c'est d'accomplir. Donc, on est probablement niveau 0,1 en tant que maturité. Vous pouvez demander comment la transformation est financée. Encore une fois, si c'est financé par projet, c'est qu'on n'a pas saisi l'essence de l'agilité. L'agilité nous dit, ben, il faut démarrer même si on n'a pas toutes les réponses. Et donc, de financer ça sous forme de projet, de dire, ben, c'est un projet qui est indépendant des projets internes à l'organisation. Pour moi, c'est un non-sens parce que les coachs, les Scrum Masters devraient être imbriqués dans les équipes et le financement de ces individus devrait faire partie des projets internes et non pas d'un projet séparé des projets internes. À qui devrais-je me rapporter? Donc ça va vous donner aussi un indice. Est-ce que vous allez faire partie d'une communauté de pratique de coach? Allez-vous avoir un patron qui est dédié au coach agile? Ou bien allez-vous vous rapporter à un manager qui fait partie d'une branche de l'organisation, par exemple les opérations ou le bureau de projet ou des choses comme ça, le PMO. Donc, à vous de poser les bonnes questions lors de votre entretien et tout ça va vous donner des indices sur quel est le niveau de maturité dans l'organisation au moment où vous passez l'entretien. Et vous pouvez oser refuser la mission. Bien entendu, dans Mission Impossible, Jim n'a jamais refusé une mission, même si on lui a donné le choix. À chaque début d'émission, on lui dit, mais si toutefois vous l'acceptez. Et donc, vous avez le droit de refuser si vous sentez que vous ne pourrez pas faire une différence dans cette organisation. C'est votre choix. Maintenant, si vous décidez d'aller de l'avant, vous avez décidé d'accepter la mission, pendant votre mission, vous pouvez observer des comportements. Par exemple, les managers n'ont pas le temps de vous rencontrer. Il y a une ou plusieurs équipes de coachs. Donc ça démontre que les coachs sont financés de façon séparée des projets internes. Les coachs, les Scrum Masters, les Product Owners sont débordés, ils n'ont pas le temps de participer à des communautés de pratique. Ce que ça veut dire, encore une fois, ça rapporte peut-être avec le financement. Les managers ne veulent pas payer pour ce temps. On veut que les gens participent à leurs activités dans les équipes. Et si c'est extérieur à l'équipe, on ne veut pas payer pour ça. Et donc, les gens n'ont pas le temps de participer ou n'ont même pas la permission de participer aux communautés de pratique. Vous pouvez peut-être observer aussi que certains coachs quittent l'organisation après seulement quelques mois dans leur mission. Ben ça, c'est des gens qui se découragent et décident de quitter. Puis certaines équipes ont changé plusieurs fois de Scrum Master. Mais ça, c'est aussi un symptôme, c'est la tribu qui rejette les agents de changement, les gens qui amènent
des nouvelles idées qui pourraient exposer des dysfonctions dans l'équipe. Donc, ça, c'est le genre d'observation que vous pouvez faire durant votre mission. Donc, si vous décidez de continuer, il faut accepter que votre impact va probablement être limité. Vous êtes vous-même sur un siège éjectable, mais si vous voulez conserver vos acquis, écoutez, essayez de deviner ce qu'on vous demande, prenez beaucoup de notes, reformulez ce que les gens vous disent pour essayer de comprendre. Vous devez agir, vous devez faire, vous devez exécuter des actions et potentiellement démontrer que ce que vous faites a un impact et vous devez le quantifier. Des fois, c'est difficile parce qu'on est dans un mode de coaching, mais allez-y avec des choses simples comme, par exemple, combien de rétrospectives vous avez fait, combien de personnes vous avez formées ou des choses comme ça. Quantifiez vos actions. Vous devez aussi jouer le jeu politique, potentiellement être en accord avec ce qui se passe, même si réellement vous ne l'êtes pas. Mais l'idée, c'est d'essayer de prolonger ici vos actions, votre mission pour être capable de potentiellement avoir un impact plus tard. Et gagner la confiance des décideurs en démontrant votre impact. Donc, même si ce n'est pas significatif à vos yeux, peut-être ça l'est pour les décideurs, les managers qui sont en place. Utilisez le KMM en tant que plan de match. Donc, quand je vous parlais ici de coaching sportif, les coachs sportifs ont un plan de match. En anglais, on dit un playbook. C'est exactement comme ça qu'on décrit le KMM. Le KMM est là pour vous aider. Encore une fois, les deux façons d'échouer, aller trop vite ou aller trop lentement. Le KMM va nous aider à amener un changement de façon évolutive avec des petits pas. Et peut-être un des éléments intéressants ici, c'est la cartographie des pratiques. Donc, je vous l'explique rapidement. On en parle un peu plus dans une des formations que je donne. Ici, il y a 6 pratiques générales en Kanban. Donc, vous les voyez à droite. Puis pour chaque colonne et pour chaque niveau de maturité, vous allez voir des pratiques observables dans l'organisation, ce qui peut vous aider à déterminer le niveau de maturité de l'organisation. Et pour chaque ligne, vous avez une ligne de consolidation et de transition. Consolidation, transition. Donc, il faut d'abord consolider les pratiques courantes. Et ensuite, si vous voulez évoluer, insérer des pratiques qui vont stresser l'environnement et provoquer l'évolution. Donc, quand on parle de changement évolutif, c'est comme les animaux qui évoluent dans la nature. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Pourquoi un crocodile n'a pas changé, n'a pas évolué depuis des millions d'années? C'est parce qu'il n'y a rien qui le stresse dans son environnement. Il n'a pas besoin d'évoluer. C'est souvent ce qui arrive dans les organisations. Tant qu'il n'y a pas un stress, il n'y a pas de raison de changer, il n'y a pas de raison d'évoluer. Et donc, vous, en tant que coach, si vous voulez conduire un changement évolutif et augmenter la maturité organisationnelle, vous pouvez d'abord consolider les acquis et ensuite insérer des pratiques qui vont venir stresser l'environnement et forcer ou provoquer l'évolution. Maintenant, selon la maturité organisationnelle ou la maturité des leaders, ces actions vont être plus ou moins rapides. Donc, attention, prenez le temps qu'il faut, mais ici, le KMM va vous aider, va vous guider, va du moins vous donner un plan de match pour procéder. Donc, c'est la cartographie des pratiques. Utilisez le plan de match du coach agile, le KMM. Le coach agile, selon David Anderson et ses gens, c'est comme un coach sportif. Et donc, on a besoin d'un plan de match. Et parfois, il faut accepter la défaite. Vous ne pouvez pas réussir toutes vos missions. Moi, je l'ai vécu, j'ai des missions qui n'ont pas fonctionné. C'est décourageant, c'est décevant parfois parce qu'on a des bonnes intentions, mais vous avez peut-être eu l'impact sur certains individus, même si vous n'avez pas eu un grand impact sur l'organisation en tant que telle. Apprenez de vos erreurs et faites les choses différemment à votre prochaine mission. Ce qui m'amène, j'espère que je suis dans les temps, ce qui m'amène à la période de questions.
Est-ce que j'ai perdu tout le monde? Il reste 6 minutes. OK, il nous reste 6 minutes. Alors, on va voir si le micro va jusque là-bas. Vas-y, dis. Quel pourcentage de missions de coaching vous refusez? Quel pourcentage Je vais répéter les questions du coup. Quel pourcentage de missions de coaching tu refuses? Ben, c'est une bonne question. C'est difficile de quantifier un pourcentage parce que je ne peux pas dire que j'en ai eu des tonnes. J'ai fait depuis le début de la pandémie parce que j'ai étudié le KMM à l'été 2020 et comme c'était la période de pandémie, c'était une période plus difficile de trouver des missions. J'ai eu une longue mission qui a duré presque une année et demie. Ensuite, j'ai eu une autre mission où j'ai refusé un mandat. Donc, je pourrais dire peut-être 30% ou 25%. Merci, Pierre. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que le KMM donne quelques clés pour faire évoluer l'organisation des leaders? Est-ce que le KMM donne quelques clés pour faire évoluer l'organisation? Ben, le livre KMM, en fait, je ne sais pas si vous voyez, il est quand même presque 500 pages. Donc, il y a quand même beaucoup de matériel là-dedans. Il y a les posters en ligne aussi. Et il y a un autre, je ne l'ai pas apporté de même, il y a un autre livre aussi qui se rattache à ça, qui est le Fit for Purpose. Je l'ai ici. Donc, le Fit for Purpose, c'est le niveau 3, comme vous avez pu le constater. Ici, on parle justement de qu'est-ce que ça veut dire être adapté à notre raison d'être en tant qu'organisation. Et donc, il y a un livre spécifiquement sur le niveau 3 qui existe aussi. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de matériel là, qui vous aide là, à faire les choses de la bonne façon. Vas-y. Sous combien de temps une organisation peut-elle vraiment se transformer et changer de modèle? Sous combien de temps une organisation peut-elle vraiment se transformer et changer de modèle? Oui, mais c'est très variable. Moi, j'ai vu des organisations changer après une conversation. Donc, j'ai eu la chance un jour d'aller voir une petite organisation qui... J'ai simplement passé 90 minutes avec eux, j'ai expliqué l'agilité, tout ça. Et la clé de cette organisation, c'est que avant mon intervention, c'était les vendeurs, les commerciaux qui dirigeaient les ventes, qui dirigeaient la production, en fait. Et donc, les gens qui produisaient, c'était de l'équipement, technologique, c'était pas du logiciel, mais les gens devaient, à ce moment-là, remplir les demandes et concevoir des choses qui étaient très difficiles pour eux. Alors, je les ai influencés à inverser la vapeur et à dire, on va produire des produits qui sont relativement standards, qui respectent du moins les standards internationaux. Et ce sont les produits que l'on va offrir aux clients. Plutôt que de faire tout sur mesure, on va standardiser nos produits et c'est la production qui va guider les ventes et non pas l'inverse. Donc ça a pris 90 minutes. Et il y a des organisations qui sont en virage agile depuis 5, 6, 8 ans et plus. Ça dépend de la taille de l'organisation aussi. Tout à fait. Et de la maturité des leaders. Pierre, est-ce que tu peux juste couper le partage de ton écran pour qu'on puisse te voir en grand? Parce qu'en fait, la oui. n'est pas très, très grande. Voilà, oui, super. Voilà, désolé. Ce sera plus agréable pour ceux dans la salle. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions, d'ailleurs? On a encore un petit peu de temps. Enfin, une question. Est-ce que vous avez eu la possibilité de travailler dans une organisation niveau 4 ou 5, voire 6? Et est-ce que vous avez... moi, je connais plutôt des organisations 0, 1, 2. J'aimerais bien travailler sur du 3. Je ne sais pas d'ironie, mais c'est vrai que... voilà, voilà, c'est proportion. Et est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité de... Donc, est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de travailler sur une organisation 4, 5, 6? On connaît plutôt, nous, des 0, 1, 2, oui. 3.
Et on aimerait bien aller sur du 4, 5, 6, donc on aimerait bien avoir des noms, en fait. Oui. Ben, 4, 5, 6, c'est relativement rare. J'ai pas eu la chance de travailler avec des organisations de ce niveau-là. Parce que pourquoi? Ben, généralement, les organisations de ce niveau-là n'ont pas besoin de coach, n'ont pas besoin de. Ils ont déjà leur coach interne, ils ont déjà leur façon de travailler. Ils ne demandent pas de l'aide parce qu'ils sont déjà en avant ils sont déjà des leaders du marché. Je dirais niveau 3, Fit for Purpose, il y a certaines organisations qui sont très, très larges. Il y a certains départements de l'organisation qui le sont, qui pourraient être considérés Fit for Purpose. Ça ne veut pas dire que l'organisation en entier est au niveau 3. Donc, il faut voir dans une organisation de 20 000 ou 60 000 travailleurs, tout n'est pas égal. Et comme il y a des compartiments, ben, des fois, il y a des compartiments de plus haut niveau que d'autres. Maintenant, des noms, peut-être les organisations... C'était une blague, c'était moi qui l'avais rajouté, en fait. J'ai une dernière question, peut-être. Oui. Quelle est votre analyse au sujet des très grandes entreprises IT, type Google, Tesla, Apple, Microsoft? Alors, quelle est ton analyse sur les très grandes entreprises type Google, Tesla, Microsoft? Oui. Ben, ça, c'est une très bonne question. Et on pourrait dire, par exemple, on pourrait dire, Amazon, c'est des leaders du marché ou Google, c'est des leaders du marché. Mais on a très peu de visibilité sur ce qui se passe au niveau des employés. Est-ce que les gens sont vraiment satisfaits? Moi, ce que je sais de Amazon, c'est que les travailleurs ont des très, très longues heures, ils ont très peu de pauses, alors que le leader en haut a l'air d'être quelqu'un d'extraordinaire. Mais il faut se questionner parce que si il y a une apparence ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, c'est génial. Peut-être qu'on peut voir l'exemple de Apple où ils ont des produits très innovants. Leur leader n'était pas nécessairement une bonne personne. Là, je fais référence à Steve Jobs. Aujourd'hui, ça a changé probablement. Mais il faut se poser la question, est-ce que les gens sont heureux comme employés? Et même si on a une apparence, un leadership intéressant, ça ne veut pas dire qu'en dessous, s'il y a plusieurs couches hiérarchiques, que ça ne se dégrade pas. Donc, il faut faire attention à ça. Je dirais Tesla, Elon Musk a une apparence d'être un bon leader, mais en même temps, il déclare des choses un peu farfelues sur Twitter. Il faut se questionner. Il faut se questionner. Ça ne veut pas dire qu'un homme d'affaires qui a beaucoup de succès, qui a réussi, qui a innové, ça ne veut pas dire qu'il est un bon leader ou qu'un leader niveau supérieur. Il peut être quand même relativement bas dans l'échelle. Allez, une dernière question. Donc, le modèle KMM, de ce que vous dites, n'est pas corrélé au succès. Le modèle KMM n'est pas corrélé au succès, du coup, de ce que tu dis? Ben, il faut définir le succès. Je pense qu'une organisation qui a du succès est capable de se réinventer face à les changements du marché, les choses un peu plus, on va dire, inattendues, telles la pandémie de COVID. Ensuite, ça ne veut pas dire d'être extrêmement lucratif. Et aussi, qu'est-ce qui arrive? Peut-être qu'on en a entendu parler beaucoup du point de vue des États-Unis. À un moment donné, on parlait de too big to fail, trop gros pour échouer. Donc, c'est possible que des organisations ont beaucoup, beaucoup d'argent et sont, entre guillemets, trop gros pour échouer, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais échouer. Peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, ils vont s'effondrer. Peut-être que dans 5 ans, il y a un joueur qui va arriver sur le marché, il va complètement détruire leur marché ou voler leur marché parce qu'il y a une nouvelle technologie. Beaucoup d'organisations s'assoient sur leurs acquis. On peut penser à Kodak, entre autres, BlackBerry, les téléphones intelligents. Donc, too big to fail, ça se peut qu'une organisation a beaucoup de succès pendant un bon moment et s'effondre rapidement par la suite. Donc, il faut savoir, et c'est là que les niveaux 4, 5, 6 sont intéressants parce que ça veut dire que l'organisation peut se réinventer. Et un bon exemple de ça, c'est IBM. IBM se sont continuellement réinventés depuis plus de 100 ans.
Super. Bah, on va en rester là pour cette conférence. Merci beaucoup, Pierre, pour ton intervention. Parfait, merci. Je vais juste remercier Marie-Christine Pession qui m'a aidé à trouver des exemples français. Elle est du Club Agile Provence. Mon équipe chez Kanban Québec qui m'ont aidé aussi. Et merci à vous. J'ai un code promo si vous voulez, si jamais vous voulez suivre des formations, AT Nantais 22 sur kanban.québec. Et voilà le rôti.